19h, merci de nous rejoindre sur Al24 News. Madame, monsieur, bonsoir à la une de l'actualité. L'armée sioniste poursuit sa barbarie à Gaza et commet 3 nouveaux massacres durant ces dernières 24 heures, bilan 39 martyrs. Les réactions se poursuivent suite à la prise de position de la France concernant le Sahara occidental. Le président du comité arabe de solidarité avec le peuple sahraoui dénonce la position stipendiée et partiale de Paris. Légalisation de la culture du cannabis au Maroc. Le royaume consolide sa ville, place de premier producteur mondial. Le Kremlin dément les spéculations occidentales qu'il accuse d'être derrière la série d'attaques qui a ciblé le réseau ferroviaire français à la veille de l'ouverture des Jeux Olympiques de Paris 2024. Et puis présidentielle au Venezuela, Nicolás Maduro réélu président avec 51,20% des suffrages. Bienvenue à toutes et à tous. Si vous nous rejoignez, on entame cette édition avec un point de la situation à Gaza. L'armée d'occupation sioniste a commis 3 massacres dans l'enclave palestinienne durant les dernières 24 heures. Des massacres qui ont fait 39 martyrs et des dizaines de blessés. La ville de Khan Younes visée une fois de plus par les forces d'occupation ce lundi. Depuis une semaine, la région ne cesse de faire l'objet d'attaques répétées qui ont fait plus de 180 victimes. Aujourd'hui, ce sont 5 Palestiniens, dont des enfants, qui ont été tués dans un nouveau bombardement. Et suite à la frappe meurtrière qui a ciblé le village Abu Hamid à Khan Younes, les victimes ont été rapidement transportées vers l'hôpital Nasser. Les proches des victimes témoignent. Au bout d'une demi-heure, l'ambulance est arrivée et les blessés ont été transportés en voiture et en véhicule. Parmi eux, il y avait un journaliste blessé et il était encore en vie avant d'être transporté en voiture. Que dire, la scène était insoutenable. Les gens meurent et cette guerre est contre le peuple palestinien. C'est un génocide contre les populations à Gaza. Des milliers de martyrs sont sous les décombres. Où est le monde? Où est le monde? C'est un monde injuste. Nous espérons que les peuples arabes agiront. Nous avons perdu espoir dans les dirigeants arabes. Mais nous espérons que les peuples arabes feront pression sur leurs dirigeants pour qu'ils arrêtent le génocide contre le peuple palestinien. Des ambulanciers du Croissant Rouge palestinien ont également récupéré les corps sans vie de 5 civils palestiniens à proximité de l'école Al-Ferdaous à l'ouest de la ville de Rafah, après que des avions de guerre les aient pris pour cible. Et avec ces nouveaux massacres, le bilan de l'agression génocidaire sioniste s'est alourdi une fois de plus à 39 363 martyrs et 90 923 blessés. Les autorités palestiniennes assurent que ces chiffres ne sont que provisoires puisque des dizaines de milliers de Palestiniens sont portés disparus sous les décombres. Ali Anas Tatar, jeune garçon âgé d'à peine 6 ans,
est décédé ce lundi pour cause de malnutrition résultant donc de la famine qui sévit dans le nord de Raza. Ali n'est pas le premier à mourir en raison de la famine ou encore du manque d'eau. Depuis le début du génocide à Raza, 39 Palestiniens sont morts dans les mêmes conditions. Le Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires a souligné ce lundi que 9% de la population de la bande de Raza a été déplacée au cours de la seule semaine dernière en raison des ordres d'évacuation de l'armée d'occupation de l'entité sioniste. Le Bureau de l'ONU a expliqué dans un communiqué que 29 000 Palestiniens étaient présents dans la zone que l'armée a ordonné d'évacuer dimanche, notant que les déplacements répétés privent les civils de survie dans la dignité. Des dizaines de Palestiniens ont fui le quartier d'Al-Borej ce lundi suite à un ordre d'évacuation intimé par l'armée d'occupation. Les nombreuses familles n'ayant nulle part où aller ont été dirigées vers une zone dite humanitaire située à Al-Mawassi. Il y a aussi une évacuation à Khan Younes. Les Juifs sont à Rafah, les Juifs sont au nord et au centre. Ici, ils veulent y entrer. Une incursion dans le camp d'El Bouraïdj et Nusayrat. Que reste-t-il? Deir el-Balah? Deir el-Balah est peuplé. Tout le monde est à Deir el-Balah. Où les gens peuvent-ils aller? Donnez-nous une solution. Vous êtes juste assis là, tranquillement. Tout ce que vous faites, c'est applaudir Netanyahou. Applaudissez autant que vous voulez. Nous sommes des habitants d'El Bouraïdj. Nous étions à la maison quand les Juifs nous ont dit de partir. Nous avons vu des gens partir. Tout le monde à El Bouraïdj est parti. Après un certain temps sur Internet, nous avons vu que tout le monde parlait de Nusayrat et El Bouraïdj. Alors, à ce moment précis, nous nous sommes dit qu'il fallait vraiment partir. Nous sommes partis et nous allons fuir vers El-Zawadia au centre de Raza. En plus des déplacements, il faut savoir qu'aucune aide n'entre à Raza quand elle existe. Elle est en quantité limitée, ce qui ne suffit pas à la population de l'enclave pour faire face à la famine. Certains, comme Youssef Abourabi, tentent alors de relancer la culture des terres agricoles, dernier espoir pour tenter de survivre à Malamaziane Zitouni. Youssef Abourabi, un diplômé en ingénierie agricole de 24 ans, tente de revitaliser les terres agricoles de sa famille à Beit Lahia, au nord de la bande de Raza. Il tente de remédier aux pénuries alimentaires dans l'enclave. Nous vivons une famine des plus pénibles. Les produits de première nécessité pour vivre, comme la farine, les légumes, les fruits ou la viande, n'étaient pas disponibles. C'est à ce moment-là que l'idée de retourner à l'agriculture nous est venue. Youssef a recyclé les cultures touchées par la sécheresse dans le jardin de sa maison détruite, établissant avec succès une petite pépinière et produisant des plants de poivrons et d'aubergines. Nous avons nettoyé et enlevé les décombres et les débris, mes frères et moi. Nous avons nettoyé cet endroit. Nous avons récupéré des semis et des graines de culture qui avaient été abandonnées auparavant et qui avaient séché à cause de la guerre en cours. Nous avons pris ces graines et ces semis et les avons plantées dans cette simple pépinière. Et en avons produit plusieurs, grâce à Dieu. Malgré les nombreux dangers posés par les forces sionistes et les crises complexes dues au génocide en cours dans la bande de Raza, Youssef était déterminé à relever le défi en plantant des légumes de base. Aujourd'hui, moi, Youssef, chef de famille, je vais planter ces plants, les produire et en vivre, car c'est mon seul espoir maintenant. La famille Abourabi et d'autres agriculteurs du nord de la bande de Raza sont confrontés à des coûts agricoles élevés en raison des difficultés d'accès à l'eau et du manque de semences, de plants et d'engrais. Youssef souhaite être soutenu. J'espère qu'il y aura une réelle coopération et un soutien de la part des partisans ou des institutions internationales concernées par le secteur agricole. L'agriculture est le fondement de toute société, car s'il réussit, il sauvera le pays et les choses se feront avec les solutions les plus simples.
nous résoudrons une très grande crise. C'est ce que j'espère. Je ne souhaite rien pour moi personnellement, mais j'espère qu'il y aura un réel soutien et un appui pour ces agriculteurs. Soigner la terre, cultiver l'espoir, c'est le combat des cultivateurs ghazaouis dans l'enclave palestinienne en cette période génocidaire. En Cisjordanie occupée, les soldats sionistes multiplient leurs incursions et leurs arrestations arbitraires. 15 civils, dont des enfants et des prisonniers libérés, ont été arrêtés dans différents gouvernorats ce lundi. Voilà donc ce que l'on pouvait dire concernant le génocide à Gaza aujourd'hui. Sachez également qu'une frappe de drone sioniste a ciblé ce lundi le sud du Liban et fait 2 victimes et 3 blessés, dont un enfant. Cette frappe de l'armée sioniste contre le Liban fait suite à l'attaque non revendiquée qui a fait 12 victimes dans le territoire du Golan occupé, une attaque que l'entité sioniste impute au Hezbollah qui, lui, nie toute implication. Et la situation au Moyen-Orient n'en finit pas de se charger en intensité. Les risques d'escalade régionale n'ont jamais été aussi élevés, notamment après les menaces d'agression militaire sioniste contre le Liban et après plus de 10 mois d'une guerre génocidaire menée par l'occupation sioniste contre la population de Gaza. Les appels à la retenue se multiplient afin d'éviter un scénario chaotique pour la région et menaçant les équilibres globaux. Les détails, Sofiane Barouti. La situation au Proche et au Moyen-Orient continue de charrier beaucoup de préoccupations et de tensions, plus de 9 mois après le début de la guerre génocidaire menée par le régime d'occupation sioniste contre le peuple palestinien à Gaza. Le drame de Majd el-Shams, dont le Golan syrien occupé et annexé illégalement, augmente la tension d'un cran. Plusieurs observateurs affirment qu'il s'agirait d'une opération sous faux drapeau, qui pourrait servir de casus belli afin de justifier une agression militaire à grande échelle que veut mener l'armée d'occupation sioniste contre le Liban. À ce propos, la population arabe de Majd el-Shams a protesté vivement contre la visite de hauts responsables sionistes dans le plateau du Golan occupé. Le Premier ministre du régime d'occupation, de retour de Washington, a présidé une réunion du cabinet de guerre qui aurait débouché, selon des sources médiatiques, sur un plan pour une opération limitée mais à grand impact contre le Liban. La diplomatie française, britannique, égyptienne ou encore le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies ont appelé à la retenue et à éviter l'escalade dans la région. Pour sa part, l'Iran a averti l'entité sioniste contre les conséquences imprévisibles d'une nouvelle aventure contre le Liban. Dans ce sillage, le ministre des Affaires étrangères libanais, Abdallah Bouhabib, a affirmé que le Liban était attaché à l'application complète de la résolution 1701 dans une rencontre avec la coordinatrice spéciale des Nations Unies au Liban, considérant la résolution comme étant la seule garantie de stabilité sur la ligne de démarcation entre son pays et la Palestine occupée. Les appels de la communauté internationale à éviter l'escalade se multiplient, alors que plusieurs ambassades ont exhorté leurs ressortissants à quitter le Liban et que certaines compagnies aériennes ont décidé de suspendre leurs vols à destination de cette région. Pour rappel, l'armée d'occupation sioniste poursuit sa guerre génocidaire à Gaza, comme elle bombarde fréquemment des zones dans le sud Liban et au-delà. De son côté, le Hezbollah libanais, principal mouvement de la résistance et soutien farouche de la résistance palestinienne, mène régulièrement des opérations qualitatives contre des sites militaires et des regroupements de soldats de l'occupation au sud Liban et au nord de la Palestine occupée, en solidarité avec Gaza. Dans ce sillage, un site d'espionnage sioniste dans la région de Malikiya a été ciblé et détruit aujourd'hui, ainsi qu'un site militaire dans la région de Kiryat Shmona. Pour rappel, l'entité sioniste, qui viole systématiquement le droit international, a mené des raids d'agression contre le Yémen, principalement la ville côtière de Hodeïda, prenant ainsi le risque de mener toute la région vers une escalade sans précédent et aux conséquences incalculables.
Dans l'actualité également, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu dimanche soir un appel téléphonique de son homologue mauritanien, Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani, lors duquel ils ont évoqué les relations fraternelles liant les deux pays et les moyens de les renforcer dans tous les domaines au service des intérêts des peuples algériens et mauritaniens. Une équipe médicale algérienne a supervisé la première transplantation rénale de l'histoire de la Mauritanie au centre de cardiologie de Nouakchott. L'équipe algérienne a à cette occasion reçu la visite du président mauritanien qui a salué les efforts du personnel médical algérien, soulignant l'intention de son pays de bénéficier de son expérience en la matière. À noter que les opérations ont été réalisées avec le soutien de l'Agence algérienne de transplantation d'organes et du CHU de Batna. Là, je suis tout à fait d'accord avec vous, c'était exceptionnel, c'est allé très vite. Il y a aussi la volonté du président Tebboune, mon frère, le président Tebboune, qui a effectivement et qui m'avait pris l'engagement que ça allait à un rythme effectivement qui est convenable et très rapide, et cette parole a été bien tenue. Parlons énergie à présent. L'Algérie demeure largement le premier fournisseur en gaz de l'Espagne au cours du premier semestre de l'année 2024 par rapport à la même période de l'année précédente. Selon les dernières données de la société espagnole Enagas, le volume de gaz algérien exporté vers le pays a bondi de 37,3% entre janvier et juin 2024 pour atteindre 66 356 gigawattheures, permettant ainsi à l'Algérie de dépasser de loin la Russie et les États-Unis en tant que deuxième et troisième fournisseur à l'Espagne, avec des volumes exportés de 21,9% et 18,9% respectivement. Je vous le disais en titre, les réactions se poursuivent suite à la décision du gouvernement français liée au soutien du prétendu plan d'autonomie marocain sur le Sahara occidental au mépris de la légalité internationale. Dans une déclaration à l'agence de presse algérienne, le président du comité arabe de solidarité avec le peuple sahraoui, Mahmoud Salah, a dénoncé la position stipendiée et partiale de la France, appelant le secrétaire général des Nations Unies et le Conseil de sécurité à permettre au peuple sahraoui d'exercer son droit à l'autodétermination en vue d'établir son État indépendant. Nous avons pris connaissance avec réprobation de la position déshonorante du gouvernement français vis-à-vis de la question sahraoui. Une position qui cautionne l'occupation et ne représente aucunement une direction consciente en mesure de faire la part des choses de manière réaliste en respectant le droit international. Cette décision française qui s'oppose à la légalité internationale reflète une position passive et stipendiée, cautionnant l'occupation marocaine du Sahara occidental, une décision qui va à l'encontre de la politique de défense des droits de l'homme prétendue par Paris. La position déshonorante de la France s'oppose aux principes du droit international, aux résolutions onusiennes et aux efforts internationaux, confirmant tous que la cause sahraoui est une question de décolonisation. La France, à travers cette position déshonorante, ne peut émettre d'avis ni de prendre de position quant aux questions des droits de l'homme à travers le monde. Le Maroc, premier producteur de hashish, compte bien garder sa place sur le podium, une culture qui malgré donc son interdiction ou contrôlée, qui malgré interdite ou contrôlée plutôt dans le monde, est tout à fait légale au Royaume. Un sujet qui divise, et sur lequel revient Mohamed Ali Ben Chaban. En légalisant la culture du cannabis, le Maroc renforce sa position de premier producteur mondial de kiff, un titre qu'il détient depuis plusieurs années. Si cette mesure est vue par certains comme une opportunité économique, elle soulève également des préoccupations significatives quant à ses impacts sur la santé publique et la société. Le Maroc a opté pour la légalisation du cannabis et prétend réguler un marché clandestin et tirer parti des avantages économiques. Mais les bénéfices économiques ne doivent pas occulter les risques sanitaires et sociaux associés à la consommation de cannabis. Des études ont montré que la consommation de cannabis peut entraîner des comportements à risque, des idées suicidaires, des épisodes de dépression et même une invalidité à long terme. Ces effets sont particulièrement préoccupants chez les jeunes, une population souvent plus vulnérable aux influences et aux pressions sociales.
Les professionnels de la santé mentale tirent la sonnette d'alarme, mettant en garde contre les conséquences potentielles de la consommation de cannabis, notamment la dépendance et les troubles psychotiques. Les arguments contre la légalisation du cannabis dans plusieurs pays se basent sur ces risques, soulignant que les coûts humains et sanitaires pourraient largement dépasser les avantages économiques. Dans le reste de l'actualité, le Kremlin dément les spéculations occidentales qu'il accuse d'être derrière la série d'attaques qui a ciblé le réseau ferroviaire français à la veille de l'ouverture des Jeux Olympiques de Paris 2024. Moscou a d'ailleurs déclaré que les médias occidentaux essayent de blâmer la Russie pour tout regarder. Les mêmes mensonges, les mêmes accusations sans fondement. Le fait que de nombreux médias de mauvaise qualité, même des plus respectés, n'ont pas hésité à accuser la Russie de tout ce qui se passe, cela ne contribue pas à l'image de source d'information fiable de ces médias. La première ministre italienne Giorgia Meloni rencontre le président chinois Xi Jinping à Pékin après s'être engagée à relancer les liens entre l'Italie et la Chine, mis à mal par le départ de son pays de la vaste initiative de Pékin. De nouvelles routes de la soie fin 2023. Il s'agit de la première visite de Giorgia Meloni en Chine depuis son arrivée en fonction en 2022. La Chine et l'Italie sont situées aux deux extrémités de l'ancienne route de la soie. L'association amicale établie de longue date entre les deux pays a apporté une contribution importante à l'échange et à l'apprentissage mutuel entre les civilisations orientales et occidentales, ainsi qu'au développement et au progrès de la société humaine. Les deux parties prônent la tolérance, la confiance et le respect mutuel, et chacune choisit sa propre voie de développement. Elle recherche l'ouverture et le bénéfice mutuel, adhère au multilatéralisme et à la coopération gagnant-gagnant, prône l'apprentissage mutuel entre les civilisations et promeuvent un dialogue égal entre les différentes civilisations. Giorgia Meloni a souligné l'importance de veiller à ce que les relations commerciales soient équilibrées et mutuellement bénéfiques pour les deux pays. Avec ce voyage, nous lançons un plan d'action triennal que nous avons signé avec le gouvernement et qui définit les 3 prochaines années de notre coopération bilatérale. L'objectif est clairement de renforcer le travail que nous avons déjà accompli, mais aussi d'explorer de nouvelles formes de coopération tout en œuvrant pour un soutien commercial équilibré. Présidentielle au Venezuela, le président sortant Nicolás Maduro a été réélu ce dimanche pour un 3e mandat avec 51,2% des suffrages selon le Conseil national électoral. Un résultat néanmoins contesté par l'opposition. Insensible à ces réactions, le président Maduro, vêtu d'un survêtement aux couleurs du pays et salué par un petit feu d'artifice et des drones, est sorti sur une scène près du palais présidentiel de Caracas pour fêter sa victoire avec ses partisans chantant Vamos Nico. Con el 80% de las mesas escrutadas. Avec 80% des bureaux de vote dépouillés et un taux de participation de 59%, les résultats sont les suivants. Premièrement, Nicolás Maduro Moros, du grand pôle patriotique, a obtenu 5 150 992 voix avec 51,2%. Nous félicitons le nouveau président de la République bolivarienne du Venezuela, le candidat Nicolás Maduro Moros. Candidato Nicolás Maduro Moros. Après l'annonce de sa réélection pour un 3e mandat par le Conseil électoral, le président vénézuélien a accusé un autre pays qu'il n'a pas cité d'avoir procédé à un piratage massif du système de transmission du Conseil national électoral pour l'empêcher de totaliser le bulletin officiel le jour de l'élection, le 28 juillet. Hoy sufrimos, Venezuela sufrió un ataque. Aujourd'hui, dans la nuit, le Venezuela a été victime d'une attaque.
Un piratage massif. Nous savons déjà de quel pays il provient, mais je ne vais pas le dire, car la trace est restée. Il s'agit d'une attaque massive sur le système de transmission du Conseil national électoral, car les diables ne voulaient pas qu'il totalise le bulletin officiel aujourd'hui. Ils ont essayé d'attaquer les bureaux de vote. Je ne l'ai pas dit auparavant, mais nous avons arrêté des personnes dans plusieurs États qui allaient incendier les bureaux de vote. Elles ont été condamnées et ont tout avoué. J'ai demandé au procureur général de la République d'avoir la main dure avec les terroristes, les guarimberos et les personnes violentes. Mais nous ne leur permettrons pas de soulever ne serait-ce qu'une épine de violence. Et voilà, c'est avec cette information qu'on arrive à la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne soirée.